Soyez les bienvenus sur Equinox Télévision. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Bon vendredi. Et bien c'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons naturellement pour cette énième édition, d'ailleurs la dernière de cette semaine. Et merci à chacun d'entre vous de nous retrouver fièrement. On parle encore ce matin de cette revendication corporatiste qui semble dès lundi prochain se mettre en branle, parlant naturellement de la grève des transporteurs. Et le Cameroun qui traverse un moment exceptionnel avec de nombreuses crises sociales aujourd'hui. La question évidente est de savoir est-ce que le gouvernement camerounais pourra-t-il véritablement jouer de ses influences pour au plus vite taire ces revendications sociales de plus en plus grandissantes au Cameroun. Et parlant de revendications, on revient avec le mouvement OTS et ce papa, d'ailleurs monsieur Nitidem, qui depuis 15 ans ne parvient pas à avoir, on va dire, de toucher sa pension retraite. Et bien après analyse, observation, on s'est rendu compte justement que la pension retraite de ce monsieur était reversée à quelqu'un dans l'extrême nord, dans le Mayokani, je pense bien. Et bien ça fait justement parler plus d'un et on a le sentiment justement qu'on a été floué. Mais au final, la question évidente est de savoir qui mange l'argent ou encore les pensions retraite de ces retraités au Cameroun aujourd'hui. Madame, messieurs, le sujet est brûlant, on en parlera. On reviendra sûrement sur l'an 37 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et on tentera de mieux comprendre les enjeux, les bilans depuis 37 ans du parti au pouvoir. Depuis hier, il y a eu des célébrations dans les QG du parti au pouvoir. Comment regardez-vous aujourd'hui le RDPC 37 ans après? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aura-t-il pendant 37 ans trahi le peuple camerounais? La question mérite d'être posée. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec la question portée sur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et qui a été à la une de plusieurs journaux au Cameroun depuis ce matin? Comment comprendre en réalité qu'après les propositions de l'acteur de l'opposition, qu'il y ait, on va dire, une cabale à son endroit à travers une certaine presse qui a choisi de le mettre au devant de la scène ce matin? Comment comprendre au final la manipulation de l'information? Madame, messieurs, ces questions méritent d'être posées, mais surtout vos regards méritent d'être rivés là-dessus pour mieux comprendre le schisme qui existe dans notre société aujourd'hui. On est ensemble, Charles Amel est là, Mbambok, Isabelle Carole et Dominique Audrey. Nous sommes chez vous, merci de nous accueillir. Dominique Audrey, Oyengelek, je commence à vous ce matin. C'est un plaisir d'être à vos côtés, d'ailleurs. Bon vendredi, et vous êtes en guérilla. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Et effectivement, les téléspectateurs ont dû remarquer que chaque dernier vendredi du mois, on porte cette tenue qui représente les emblèmes, les couleurs de notre entreprise. Bonjour à vous, chez vous, et bon début de week-end. Merci infiniment Dominique Audrey. On parle également de la Cour de justice de l'UMOA qui vient de suspendre une ordonnance portant suspension des sanctions adoptées par la conférence des chefs d'État de l'UMOA contre l'État du Mali. Ça bouge en même temps dans les relations internationales aujourd'hui, on va dire bilatérales entre la France d'une part, d'autres pays notamment le Mali, mais surtout aujourd'hui dans les relations multilatérales avec l'UMOA, ça bouge véritablement. Bonbon Bengal, bonjour Patriage, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, c'est ça mon sujet d'entrée. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire de l'État de l'Afrique de l'Ouest a fait un sursis à exécution des sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de la République du Mali. Ça veut dire qu'en fait, les États ouest-africains ne doivent lever les sanctions contre le Mali parce que le Mali a raison d'avoir pris la position qu'il a prise. C'est bon. Merci, Bonbon Bengan. Isabelle Carole Zoupet, bon vendredi, madame. Merci, Michel Gachou. Ce vendredi est tout à fait particulier, vous savez pourquoi. On pense qu'il est particulier. Parce qu'on pense à autre chose, on fait déjà de bons programmes. D'accord. Voilà. Bien le bonjour à vous. Bienvenue Nous ce avons matin. compris. Voilà, merci. Soyez les bienvenus, madame. Charles Amel, bon début de week-end. Bonjour Monsieur Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de rester présents sur notre antenne. Mais surtout, vous faites bien de prendre le pouls de l'actualité telle que nous la traitons, avec un langage quelquefois décalé. Mais on a envie de savoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Bruxelles? Qui a manipulé les images de tous les Steve Farr? Qu'est-ce qui s'est passé à le Ketchup? Qui sont ceux qui étaient autour et qui seraient payés pour faire cette sale besogne?
Comment peut-on arriver à ce niveau de manipulation? Qui a fomenté ce projet? Du moins, qui a cousu ce projet de but en blanc, de bout en bout, autant pour moi, de bout en bout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Steve Farr? On en parle. Pourquoi n'a-t-on pas vu les images de l'hospitalisation? Les images des boursouflures, du crâne éclaté, comme ce fut le cas pour Paul Tchouta. Je vous accompagne juste. On voulait protéger votre sensibilité. Comme on a protégé celle de André Onana. Non, là c'est Michel. André Onana, c'est Michel. Et c'est pas les mêmes personnes qui ont mis en ligne. Les pics sont quand même sévères ce matin. Allez, madame, monsieur, merci à vous. Voici l'histoire de ce matin que nous restitue Dominique Audrey. Je vais me marier dans 2 mois. Bravo! Mais on ne le savait pas. Bravo. Merci pour l'information. On apprend en vision. Ça fait avril, mai. Donc je dois déjà avoir un costume. Voilà. Sauf que pendant les préparatifs et tout, mon conjoint décide de me donner juste 80 billets sur les 300 invitations qu'on devrait envoyer à nos amis et connaissances pour justement participer, assister à cette cérémonie-là. Je ne suis pas d'accord avec cet état des choses. Il me fait savoir qu'il a des membres influents dans sa famille à qui il doit donner quasiment 5 billets d'invitation, d'autres à qui il doit donner une dizaine de billets, et à ce niveau, moi je me retrouve simplement à inviter 80 personnes. Je lui ai fait savoir que 80 billets pour moi sur 300, ça ne saurait être possible. J'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai ma famille à inviter, et lui il dit c'est comme ça et ça ne va pas changer. Moi de mon côté, je lui ai dit donc, si tu ne me donnes pas la moitié des billets, ou du moins un nombre raisonnable de billets, il n'y aura pas de mariage. Tu vas te marier avec toi-même. Vous nous parlez bien sûr de l'histoire de quelqu'un ce matin, c'est mieux de le dire. Voilà. Oui, ça ne veut pas dire que je veux me marier. Ben non, on te le souhaite véritablement, jamais. on te le souhaite. Hein. Tu dois te marier. Et tu seras fille d'honneur à cet homme mariage aussi, en passant. Allez, merci à vous mesdames et messieurs. On parle encore ce matin d'une question propre à la parité. Entre hommes et femmes, la parité dans le couple, la parité dans les familles. Et là, dans une séquence, on va dire, tout à fait importante de chaque vie, c'est le mariage. Ici, il y a 300 invités pour un mariage à venir. Et la dame devrait recevoir 80 billets, comme l'a souhaité son mari. Son fiancé. Bon, son mari, on le souhaite. On le lui souhaite également. Il le saura s'il donne et entre-temps, elle risque justement de tout arrêter si les billets ne sont pas... Absolument. Et lui, il dit qu'il y a des membres de sa famille qui doivent avoir plus d'un billet. Mais qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Qu'on lui dise comment faire pour ramener son fiancé à la raison, parce qu'elle ne peut pas se contenter de 80 billets. Oui. Et c'est qu'elle doit célébrer le mariage ou alors rester dans le mariage. Rester dans le mariage en le célébrant, non. Hein? Donc, elle on voulait seulement savoir ce que... Là, on est à l'étape, on est à l'étape de la célébration. Donc, dans les réjouissances, il faudrait qu'on soit accompagné chacun de son côté. D'accord. Mais si on a 300 invités et sur les 300 invités, elle ne peut avoir que 80 qui peuvent représenter juste sa famille, ça n'a pas de sens. Donc, il faudrait que son mari, du moins ça c'est le problème de la dame, à vous la parole, Michel. Ouais. Vous comprenez grand chose à ça, Isabelle Carlos de Pet? La question, je vous la pose comme ça, chère dame. Vous vous retrouvez là-dedans? Ça se passe comment? Vous dispatchez les billets comment? C'est un peu trop chaud dans ce mariage aussi. Et je crois que c'est un peu précoce d'arriver déjà au fait qu'il y ait des étincelles tôt le matin, je vais dire ça comme ça, parce qu'ils sont encore à l'aube de leur vie de couple, et déjà attendre ce genre de retentissement ou alors ce genre de cri, vraiment ça fait peur aussi, on peut se permettre de le dire. Je crois qu'il faut tout simplement passer par la carte du dialogue, et je crois que la femme, au lieu de dire si tu ne me donnes pas 150 billets, on annule tout, vraiment c'est rentrer directement dans une sorte de bras de fer avec son chéri, ce qu'elle ne devrait pas faire. Parce qu'en réalité, les lots de responsabilité, quand on parle du mariage, généralement reposent sur les épaules de l'homme ainsi que de sa famille. Ça veut dire qu'il a des oncles peut-être à qui il doit donner 5 billets, il a des tantes à qui il doit peut-être donner 4 billets, 2 billets, 5 billets, 6 billets. Ça, tout dépend simplement. Donc je crois que la dame ne devrait pas se mettre dans une posture de dire
tu me donnes 150 billets ou alors il n'y a pas de mariage. On ne fait pas le chantage à un homme parce que s'il commence à dire ok d'accord, on annule ce mariage, ce sera compliqué pour ce monsieur de revenir encore à sa décision. Et j'espère pour la dame, dès qu'elle n'a pas précisé, que la famille de l'homme n'est pas au courant de cette situation. Parce que s'ils sont au courant d'une telle chose, ça pose aussi problème. De dire que mais c'est quelle femme qu'on veut épouser, mais qu'il commence déjà à sortir de ses gonds précocement, encore pour des choses qui peuvent s'arranger d'une certaine façon et qui ne nécessitent pas qu'il y ait vraiment un séisme dans la maison. Je dis, ok d'accord, on peut aller sur l'hypothèse que 80 000 peut-être sont un peu minimes, mais je crois que monsieur l'a aussi fait parce qu'il connaît madame, c'est-à-dire qu'il connaît les personnes qu'elle côtoie, il sait peut-être les personnes qu'elle va inviter, et se dit ok, 80 billets c'est bon, c'est suffisant pour elle, elle n'a pas besoin de 200 billets pour être satisfaite, elle va inviter ses parents, quelques membres de la famille, quelques copines triées sur le volet, on pensait tout, parce qu'en réalité aussi ce qu'il faut dire, c'est que c'est la dame qui va en mariage, c'est elle qui va dans une famille, c'est elle qui va intégrer cette famille de cet homme. Alors elle gagnera à les avoir plus à côté d'elle que ceux que les siens près d'elle. Parce qu'en réalité, elle sera désormais avec. Est-ce que c'est un problème vraiment? Vraiment. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Il y a des femmes qui nous regardent ce matin, qui vont se marier bientôt, qu'elles m'excusent de poser la question comme ça. Est-ce que c'est un problème réellement que madame, votre mari vous dise, mais écoutez madame, sur 300 billets, moi je vous donne 80 et que vous nous fassiez justement le tarot? Est-ce que c'est important? Bon, le tarot en quoi c'est mangeable, mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème ça? Pour une dame sérieuse qui va entrer dans un foyer, qui veut s'affirmer, qui a besoin d'une vie, qui va être, je vais dire, encadrée, est-ce qu'elle devrait s'arrêter sur de tels détails, Isabelle Carole? Vraiment? Moi, je crois qu'elle peut s'arrêter sur le détail, mais tout dépend de la façon avec laquelle elle gère ce détail. C'est ça en réalité. Si elle a plus de personnes, si elle veut avoir également 150 billets, vraiment qu'elle en parle à son mari, parce qu'elle doit même savoir combien est-ce qu'elle a contribué ou sa famille a contribué pour que le mariage vraiment soit aussi beau qu'on le pense. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que recevoir 300 personnes, c'est pas donné, hein, Michel Ngatou, d'avoir 300 personnes là dans une salle, de les gérer, de la mairie, ensuite l'église, vin d'honneur et soirée. Ah, ça, il faut le faire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à restreindre les effectifs parce qu'on sait que la facture est salée par la suite. Et c'est monsieur qui prend celui peut-être avec sa famille de pouvoir porter cela. Je dis, madame, vous n'avez pas besoin d'osser le ton. Ce n'est pas important. Surtout alors, que vous êtes en train d'aller bâtir une vie. Très bien. Vous n'avez pas besoin d'osser le ton, lui dites-vous, vous lui dites. Elle n'a pas besoin d'osser le ton. Si tu veux... Est-ce qu'à un moment donné, des questions liées à l'éducation du mariage, les valeurs qu'une femme devrait prôner, les valeurs qu'une femme devrait prôner ne s'imposent pas ici. Qu'une femme s'arrête sur des bouts de papier. Non, Michel, on ne peut pas parler de bouts de papier. C'est un bout de non, papier. Je crois que c'est assez léger. Non. Quand on parlait de bouts de papier, c'est tellement léger. On parle des cartons d'invitation de son mariage. Papier, ça représente le plus beau jour de sa vie. Encore qu'il y a des mariages que nous célébrons où des gens arrivent sans même vous dire qu'ils sont là. Vous faites un mariage de 50 personnes et puis plus tard vous êtes avec 250 personnes. Fondamentalement, Dominique Audrey, puisque vous semblez très énervé, le mariage, c'est ce qu'on appelle très souvent le sadaka, pour reprendre les propos qui sont beaucoup plus familiaux, ou familiers autant pour moi. C'est le sadaka qu'on fait, non? On célèbre son mariage et puis on donne à manger aux gens. Oui. Pourquoi s'arrêter sur, j'insiste sur un bout de papier, sur des bouts de papier? Vous mélangez les choses. Les invités n'ont rien à voir avec les personnes qui s'improvisent dans une fête. Aujourd'hui, on n'est pas en train de remettre en question qu'elle soit une bonne femme ou bien qu'elle soit une mauvaise femme. Non, ici, on parle de la fête de son mariage. Pourquoi moi, elle n'est pas mauvaise? Elle n'est pas mauvaise. Non, elle est bonne, mais ça commence à lui donner des qualifications. Sauf que quand on dit son éducation est montée, après c'est descendu, c'est allé au bas là. Non. Vraiment, il n'y a rien. Non. Si son mari estime qu'il a le droit ou bien la possibilité ou le pouvoir de restreindre le nombre d'invités, qu'il invite les 300 personnes qu'il pense être assez bien pour qu'ils viennent au mariage de cette femme. Les femmes, en principe, l'idéal serait qu'elles se marient une fois dans leur vie. Et ce moment privilégié, on a envie de le partager avec certaines personnes. D'où vient-il que vous me disiez que pour votre mariage, vous devez donner à une seule personne dans votre famille plus de 5 billets? Pourquoi? Parce qu'il vous a donné 200 000 pour l'aide au mariage, c'est ça? C'est la raison? À
À son mariage, on invite qui on veut. Si je me marie, j'aimerais bien voir certaines personnes à mon mariage. Il y a des caractéristiques. Il y a des, il y a des caractéristiques qui sied aux personnes que j'ai envie de voir à mon mariage. Pourquoi votre oncle ou bien votre tante qui, je ne sais pas, va me ramener 10 personnes que je ne connais pas? Pourquoi? Le monsieur, si on veut, votre société, notre société a fini par établir les choses comme ça. L'homme doit toujours avoir le dessus sur tout et n'importe quoi. Puisque vous en avez décidé ainsi, qu'ils prennent la moitié plus 20, est-ce que vous ne faites pas un conflit? Et ils donnent le reste à la dame. Est-ce qu'on n'est pas justement dans un conflit permanent avec votre mari, un bras de fer? On est dans le conflit parce qu'en face, on a un mari qui nous dit: vous n'avez pas invité telle personne, vous n'avez pas invité telle autre personne. Ben, c'est son mariage. Qui est-il pour décider de qui j'invite à mon mariage? Parce que ce mariage aussi me concerne. Le mari a un droit de regard sur les personnes que la femme invite. Oui, parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées en train de perdre leur mariage parce qu'elles se sont permis de dire: ok, d'accord, il y a tel ex, on a gardé de bons rapports, je vais l'inviter. Après, on les croise dans les toilettes pour dire non, on veut le baiser de séparation. Oui, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe malheureusement. On dit non, on veut le baiser de séparation, c'est le dernier baiser, ma chérie, tu sais que ce soir, tu seras plus avec moi et tout. Et après, on vous retrouve là et c'est comme ça que le mariage se termine. Donc, ça veut dire que... Ça, c'est le match Cameroun-Algérie. Ça commence bien ce matin. Une femme normalement constituée n'invitera pas son ex à son mariage. Donc on ne parle pas de ce genre de femme-là. L'homme a le droit de regard sur la liste des biens de la femme. C'est notre mariage. Non, c'est notre mariage. Les hommes, écoutez bien, le baiser d'adieu. C'est notre mariage à tous les deux. Par conséquent, je sais qui j'ai envie d'inviter. Je peux avoir un ami, une amie d'enfance que je n'ai pas vue depuis 10 ans et tout. Il y a des familles qui sont tellement nombreuses qu'à elles seules, elles réussissent à avoir 80 places. Je n'invite pas certains de mes collègues. Je n'invite pas mes amis, je n'invite pas mes voisines, bien sûr. Ma tante, j'ai une tante qui a fait 12 enfants, j'ai une autre tante qui a fait 9 enfants, j'ai une tante qui a 14 enfants. Seulement ma famille, ça fait combien? Voilà. Alors, si seulement ma famille prend 80 personnes, et mes amis, je ne donne pas de bien à mes amis, je ne donne pas de bien à mes collègues. Non, il faudrait que le mari soit rationnel. Alors, pour vous voulez, s'il y a 300 billets, il vous remet 150, il gagne 150, c'est ça? Il prend 170, mention pitié, qui prennent 170 et qui me donne le reste. Et tout ça se négocie. Michel, le mariage, c'est entre nous. Vous ne pouvez pas faire comme si vous avez m'imposer les choses. Parce que non, si vous refusez... C'est la dame qui veut imposer. C'est la dame qui veut imposer. On doit être logique. Non, c'est elle qui veut imposer et elle n'est pas logique. Et je crois qu'elle n'est même pas encore prête pour se marier. Il faut qu'elle reste encore chez ses parents. Je crois qu'elle n'est pas encore prête pour le mariage. Parce qu'il y a des défis qui seront plus grands qui arrivent. Si elle commence sur les billets de mariage à imposer d'avoir 150 billets, et mais ce 150 billets, je doute fort qu'après 6 mois on se retrouve sur les réseaux sociaux en train de dire le mariage. Toutes les femmes qui se marient aujourd'hui n'ont pas le droit de dire que je veux 100 billets sur les 300. On n'exige pas une parité au niveau des billets. La dame n'a pas besoin d'exiger une parité. C'est une négociation. Pourquoi je dois négocier? C'est une négociation qui se fait à voix basse. En stricte intimité, vous négociez. Et la négociation peut aboutir comme elle peut ne pas aboutir. Pourquoi je dois négocier? Parce qu'en réalité, vous allez vous marier et les femmes doivent retenir que vous entamez une nouvelle vie. Vous n'êtes plus obligé d'inviter toutes les femmes de Douala, toutes les copines du primaire, du secondaire. Voilà dans nos amis. Vous n'êtes plus obligé de les inviter. Voilà dans nos amis qui nous stigmatisent quand elles se marient. Que bon, moi, je vais me marier. Comme tu es célibataire, tu n'as même pas un titulaire. Là, moi, je ne peux pas t'inviter à mon mariage. En fait, c'est ça. Parce que si on a un mari qui dit non, ce genre d'amis, je ne veux pas le genre d'amis si je ne veux pas quand même. Très bien. Si monsieur donne 80 billets, c'est parce qu'en réalité, il connaît un peu l'environnement de sa famille, il estime qu'on trie sur le volet, on prend la crème de la crème. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas un ramassis où on invite tout et n'importe qui. 200 personnes. Tu entames une nouvelle vie, madame. Tu entames une nouvelle vie et tu l'assumes. Et c'est tout le matin qu'on commence à assumer sa vie de couple. Parce que dorénavant, c'est monsieur qui dictera les lois et c'est lui qui fixera le règlement intérieur. Il doit ajouter. Il doit ajouter parce que même votre mère peut avoir la possibilité d'inviter des gens. Il doit ajouter les billets. Voilà, je donne la parole. Le mariage, là. On donne la parole à Bonbon Benden. Permettez. Peut-être c'est même mieux. Bon. C'est compliqué ce matin avec les femmes. On s'accorde. Bon, c'est... Heureusement, c'est entre femmes. Hein. Là, ce matin, qu'on ne dise pas que vous avez pris position. C'est quoi cette dictature? Bon, allez. Non, franchement. Il a retenu le bisou d'adieu.
Allez, bon. Quel commentaire vous faites justement à ça? Comment en réalité devrait se faire le mariage? Je vis dans les normes. Quelles sont les prérogatives propres à l'homme en matière d'organisation, d'invitation? Est-ce qu'il y a une parité quand même dans ce type de sujet-là, des biais qu'on se... Dans les normes, justement, le mariage se fait à 3 niveaux. Lorsque vous faites la dot, la belle famille vous établit le certificat de mariage, c'est comme ça qu'on appelait. On fait la fête dans la belle famille. Après, vous rentrez, vous attendez qu'on vous emmène votre femme. Le moins vous plantez, c'est ce qu'on appelle double. Vous allez avec votre femme. Qui vous faites la fête chez vous. Oui. Vous faites la fête chez vous. Et à ce moment où elle est dansée par ses belles-sœurs, et ainsi de suite, dans la famille de son mari. Et sa famille, sans sa mère, vient l'accompagner avec des présents, le réfrigérateur. Nous, on avait les mortiers, les pilons, les choses, la pierre à écraser et tout ça. Voilà, on vient l'accompagner. Voilà les 3 étapes. Vous les avez déclinés en 20 d'honneur. Comment j'appelais ça? Soirée de ceci, messe œcuménique, toutes ces choses. L'autre là, je ne connais pas. Dans l'autre là, je ne connais pas. Mais j'ai dit, ici, mon fils ne l'épouse pas. Je vous ai pris l'exemple ici, je le cite, parce que ça fait partie de notre promotion. La première promotion des Camerounais sortis de l'école normale de Foulassi, Camille Chazot de Foulassi. C'est suffisant pour ne pas l'épouser, bon Benga. Oui. C'est pas très dur. Il y avait un là, Tiega, qui avait excommunié Oumniobe en 1954 ici à Douala, en face du commissariat du 2e arrondissement. Il y a une paroisse, église presbytérienne camerounaise là, Joseph Tiega. Quand il est sorti de l'école, envoyé comme instituteur, il est allé doter pour vers les préliminaires. La saison des prunes, la femme a braisé 5 prunes. On dit, mange avec ta fiancée. La femme a mangé 3 prunes, il lui a donné 2. Il vient dire à son père que, papa, la femme, si, dans ton on ne veut pas l'épouser. Personne ne mangera chez nous. Il était terminé, il a épousé une autre femme. Donc c'est suffisant. Est-ce que c'est suffisant parce que celui-là je le cite pas, mais il est vice-recteur de Douala. Il est allé célébrer son mariage à Fumban l'année dernière. L'homme épouse. Là-bas, c'était la femme dit non, monogamie sinon. Le sultan Bombo n'était pas encore décédé. Il a dit non, laisse la femme partir, ne signe pas monogamie. La femme est partie. On a pris notice, s'est marié après, une semaine après. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'aller faire des contorsions et tout? Allez, si la femme ne sait pas qu'elle est en train d'entamer une vie, le mariage, ce n'est pas seulement la célébration nuptiale, c'est toute une vie. Et que ce geste qu'elle vient de poser lui apporte des qualificatifs peut-être qu'elle n'a pas, mais elle a dévoilé, elle a démontré tous ses glyphes. Tu la mets où? Et j'appelle Carole, elle m'a dit, et si la belle famille est au courant de ce type de comportement, vous pensez qu'on va réfléchir comment? On va dire, non fils, partage, hein, donne-lui aussi, et ça c'est quand même, elle peut te rétrocéder, 20 ans, tu auras 170, et elle, non. Donc la fête de mariage, c'est plus les gens qui viennent derrière le mari que la mariée. Il y a eu 20 donneurs chez elle. C'est une négociation. La femme peut même avoir 200 billets, le mari 100 billets, mais c'est une négociation. Ça veut dire qu'il faut interroger comment est-ce qu'on organise le mariage. C'est pas la femme ici. Mon fils ne donne pas. Tu as prévu 80, tu as 80. Alors, puisqu'elle a même insisté, tu peux enlever 5 ou 10. Charles a même battu. Donc c'est ça. Mais intègre que ce n'est pas ta femme. On le sait, on le rappelle dans nos soirées très souvent. L'homme épouse la femme et la femme se marie. La femme se marie, la femme est à l'honneur. La femme se marie parce que justement on vient d'apprendre et l'homme l'épouse pour montrer justement sa joie d'avoir à ses côtés celle qu'il a choisie. Non, avant que ça, vous savez ce qu'on appelle mariage là. En fait, la dot qu'on donne à la femme, c'est pour honorer la femme. Oui. Mais votre traduction est venue dire aujourd'hui qu'on achète la femme. La dot dans la tradition africaine, ça veut dire on glorifie la femme. C'est pour ça qu'on dit, on te demande
20 tines d'huile, 20 chèvres et tout, vous donnez et vous négociez si vous n'en avez pas. Très bien. En fait, c'est une manière de mettre la femme en haut. On dit au quartier. C'est ça la signification. Alors, de la dot. Je dis, on épouse la femme. L'homme se marie, enfin la femme se marie, je perds mon latin. Comment vous comprenez ça? L'homme qui va chercher la femme qui est à l'honneur, ben, est-ce qu'une femme devrait avoir ce type de conflit? On dit j'ai pris femme. Ouais. J'ai pris femme. Chez les Bantous, l'homme est observateur du mariage jusqu'à la fin. Il ne dit rien. Il est observateur. Bon, vous l'expliquer. L'homme épouse la femme et la femme se marie. Il va attendre. On vient lui donner la femme. On fait la fête. Après, il dit à la femme, c'est fini, non? Tu as fini, non? Maintenant, le mariage commence. Pendant tout le mariage, vraiment, si c'est sur le point de vue des Bantous, cet homme a commis trop de fautes. L'homme ne parle pas sur les Bantous. Il est observateur du début à la fin. La preuve, on ne pose que 2 questions à l'homme, à la mairie, à l'église. Voulez-vous la prendre comme femme? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre? Oui, je le veux. Jurez-vous de respecter la femme, la chérie? Oui. Il a encore dit quoi? L'homme ne formule aucune phrase. Les Occidentaux ont tout fait pour complexifier. L'homme ne parle, c'est la femme qui parle. On laisse le soin à la femme. Et le oui de la femme est dit à son père, ce n'est pas grave. Donc, regardez la perfidie de la femme. Là, maintenant, j'entre dans le système occidentalisé que j'ai observé, Mbok et moi, parce que nous observons. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les acheteurs de mariage, des gars qui ne vivent pas. Il attend le projet, tu vas lui dire que grand, je vais me marier, il dit que ton budget c'est combien? Il dit 7 millions. Il dit d'accord, le budget de ton mariage c'est 7 millions, ok, je te donne 1 million, tu me donnes 3 tables de vin. Je te dépose tel nombre de millions, mais tu me donnes 3 tables de vin. L'autre dit je deviens le parent, je te donne 4 millions, mais tu me donnes 4 tables de vin. C'est quelle histoire ça? Si, c'est ça. C'est votre orientation. C'est votre orientation. Je raisonne là comme des occidentalisés. Vous avez 4 tables. Mais qui vous a donné l'argent? 4 millions. Maintenant, on va ajouter les tables, monsieur Michel Ngatou. Table d'entreprise. Table de partenaires. Table d'amis. Table de Ndioba. Ça ne manque pas. Table des voisins de quartier. Table de famille. Table des artistes. Table des prélats, évêques et tout ça. Table de chefs du village. Et enfin, table de délégation des associations. Ça fait combien? Vous dites que c'est quoi ça? C'est ça le monde des occidentalisés. Celle qui discute aujourd'hui, qu'il me faut 200 billets, n'a pas pensé à l'organisation du mariage. À ce que cela implique, monsieur Michel Ngatou. Vous avez des gens, vous organisez votre mariage, il vient à votre mariage avec son vin. Il vient à votre mariage avec ses whisky, il ne boit pas ce que vous donnez. C'est sa fête à lui. Pourquoi vous voulez contourner? Dites la vérité. Nous sommes là plusieurs mariages où vous voyez un monsieur arriver, on vient avec sa valise, on tire sa valise de vin. Le gars s'assied, dit débarrassez-moi toutes les conneries de la table. Là. Je bois du Dom Pérignon et du Pétruc. C'est ce qu'on boit sur la table. Vous-même le marié, vous n'avez pas une bouteille sur votre table. Quand son téléphone sonne, c'est le marié qui lui dit que baisse, le parent parle. Après la mariée dit je vais interpréter une chanson, le mari va interpréter une chanson. Il va se mettre devant la table qu'on a payé, on se lève, on farote en 10 000. Mais ce que vous faites, c'est de la figuration, de la flangornerie. Oui, c'est ça ce qui est devenu le mariage aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou. Et quand vous écoutez Dominique Audrey, elle dit je vais inviter mes anciens copains, je vais inviter mes ex, les filles qui n'ont pas pu se marier, les filles qui souffrent, qui vivent le concubinage. Mais vous voyez le mariage, c'est quoi? C'est ça ce que Dominique Audrey vient d'expliquer. Que ma peau, tu disais qu'il n'y a pas me marier, regarde ça fait quoi ça brille. Regardez les gens, c'est dans toutes les salles. Parfois, elle mange comme ça, elle veut tout ça. Elle sait que mon truc, comme je suis mariée. C'est ça. Donc, monsieur Michel Ngatou, on n'est pas sérieux, monsieur Ngatou. C'est ça. Donc, le mariage aujourd'hui des occidentalisés est devenu figuratif. Un vrai mariage, c'est 20 personnes. Merci, Charles. Un vrai mariage, c'est 20 personnes. Pas plus ni moins. 20 personnes.
Il y a des familles nombreuses. Monsieur, non, monsieur Michel. Vous n'êtes pas occidentalisé. Vous le camarade, c'est 20 personnes. Non, monsieur Michel, écoutez, quand Bamba vous dit qu'on vous ramène la femme à la maison, c'est 100 personnes. Attendez, écoutez. Sa maman même n'est pas là. N'est pas là, sa propre mère n'est pas là. Permettez, il y a des familles nombreuses. On ne parle que de familles nombreuses sans voir. Permettez. De la dot, après ça va la dot, on a fait toute Lorsque vous dites qu'un mariage, et on vous l'amène. Au maximum c'est 20 personnes. Oui. On vous le concède. Est-ce que c'est pas un peu trop occidentalisé parce que en Afrique, on ne connaît pas le mariage de 20 personnes. Michel Ngatu, on aime le nom. Les Africains aiment le nom. Vous allez voir quelqu'un, il va finir à l'église, au petit cocktail, à la mairie, le petit cocktail. Non, il est d'abord à la dot. À la dot, il mange, il boit, il emballe. Il arrive après la mairie. Le petit cocktail après la mairie, il est là, il mange, il boit, il emballe. Le vin d'honneur. Après l'église, on organise un petit vin pour souffler en attendant. Il est là, il mange, il boit, et il va repasser la vie de la nuit. Non, arrêtons avec ça. Ceux qui vont généralement au lunch, au petit cocktail, ne sont plus à la soirée. C'est des gens, ils s'arrêtent là, ils vivent là. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, mais chez nous, c'est le don. Donc, je dirais à cette femme, elle bagarre pour des broutilles. Elle est en train d'organiser la cérémonie de mariage plutôt que de vivre sans mariage. Merci beaucoup, c'est Charles. 20 personnes qu'on s'en arrête. Allez, là, et voilà. On espère que les femmes qui nous regardent ce matin et qui ambitionnent de se marier dans les semaines ou des mois à venir devraient naturellement se tenir prêtes. Et on espère que les hommes prendront également la peine naturellement à parlementer avec leur épouse aussi. Hein. Bon, les femmes parlementer naturellement. Mais Isabelle Carole a dit une chose qui est pertinente. La femme doit se préparer à vivre son mariage. Et elle prendrait bien sûr beaucoup de plaisir. Elle prendrait beaucoup de plaisir à être aux côtés de sa belle famille qu'aux côtés de sa propre famille à elle, parce que c'est ça aussi l'expression du mari de Nicodème. Bon, mais non, s'il faut penser aux ex. Non, on n'a pas dit ça. Tu m'avais dit qu'il y a une maman qui t'avait fait le Mutumba. On va sortir un peu. On commence d'abord à diviser à part égale. On sort un peu. On fait la liste des invités, parce qu'il faut même d'abord savoir qui on invite à son mariage. Après avoir fait la liste, maintenant je peux lui concéder d'autres biais sur les miens. Mais on partage d'abord. Et vous voyez, parfois certaines femmes même sont si perfides qu'elles passent par les amis du mari pour dire va inviter ses ex là, tous les Djomba que tu connais. Il faut qu'elles soient là. Oui, c'est là où parfois les talons de la mariée se cassent. Parce que les Djomba, quand elles arrivent, elles ne viennent pas. Elles sont chargées. La femme, elles sont chargées. Elles sont organisées par la femme. Monsieur va se comporter. Tu connais l'autre Djomba qui habitait là. Je connais la femme qui a pourri ma vie. Je ne vivais pas un peu invite là. Mais là, si, voilà sa table. Sa table, c'est Jérusalem. Je suis bien écrit Jérusalem. Elle est en face des marées. Parce que aujourd'hui, j'utilise un nom biblique. Quand elle est assise, elle dit regarde-moi, je te regarde. J'ai donc merci. Allez, merci à vous. Et c'est là où on a le bisou d'adieu. Ah, vous l'avez appris ce matin. Derrière le parking des véhicules, de temps en temps, les maris enlèvent la veste. D'accord. Merci à vous et déjà félicitations à ceux qu'on voulait enregistrer ce soir vendredi, demain samedi et dans les jours à venir. Beaucoup de courage à vous, mais surtout prenez la peine de vivre le mariage que de penser à la célébration du mariage. Sans dire que c'est important, hein. Également d'y penser de temps en temps. Allez, Dominique Audrey n'est vraiment pas d'accord. Même pas un peu. Vraiment. Ici, là, c'est la fête, ça n'a rien à voir avec son comportement. Si on allait la doter, ça veut dire qu'elle avait tout pour être une bonne femme. D'accord, Dominique Audrey. Donc, c'est la joker. Donnez mes pieds. J'invite mes copines. On va sortir justement, rappelons même qu'il y a des familles qui disent, bon d'accord, la soirée, l'homme l'organise en général. Oui. La belle famille vous dit, le vin d'honneur, je prends sur moi, sans souci. Maintenant, c'est que église, mairie, le reste là, on voit comment s'organiser. Hein. Il y a des familles qui le font. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent à financer eux-mêmes leur mariage, d'où les mariages intimistes dont Charles Amel parlait, avec sensiblement 20 personnes. Parce que la dot, Mbambok l'a expliqué, avait déjà sanctionné la cérémonie, la célébration même du mariage. Merci beaucoup, Dominique. Les mariages civils, 300 invités. Merci. Allez, tout de suite, mesdames et messieurs, on s'arrête un instant, on parle d'autre chose, mais cette fois-ci qui fâche aussi. C'est pourquoi on parle de colère.
Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de l'école pratique d'agriculture de Bingela. Et pas. Bombok parlait tout à l'heure de l'école Camille Chazot. Eh bien, on parle de l'école pratique d'agriculture de Bingela, créée, ouverte en 1962 par l'État camerounais pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers agro-pastoraux. Cette école fonctionne depuis un budget de plus de 3 milliards de francs CFA. Il a fallu l'arrestation il y a quelques jours du directeur de l'école pratique d'agriculture de Bingela et quelques de ses collaborateurs pour que l'on comprenne, pour que les Camerounais découvrent qu'il existe une véritable école d'agriculture implémentée par Feu Amadou Ahidjo Babatoura sous la tutelle de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. D'ailleurs, quel est donc le rôle de cette Chambre d'agriculture? Suivez mon regard. Cette école fonctionne depuis 1962. Calculée en termes de réalisation, calculée en termes d'ingénieurs. Puis, cette école est censée former sur la base les enfants qu'on dit ayant des problèmes d'adaptation à l'école conventionnelle. C'est pour ça qu'on recrute à partir du CM2, CPE, CEP, pour aujourd'hui BPC, j'en passe. Qu'est devenu le projet Ceinture Blanche autour de Yaoundé, s'agissant de la production en grande quantité de la viande de poulet et de porc, qui avait fait l'objet de tout un programme de près de 10 milliards de francs CFA, lancé par les différentes sectorielles. L'objectif était de créer une ceinture blanche autour de Yaoundé. Projet démarré, à la fin devenu éléphant blanc. Comment comprendre le silence qui entoure la formation de ces enfants? Comment comprendre qu'une grande école comme celle-là n'existe nulle part sur Internet? Bingela. École pratique d'agriculture de Bingela. Certains étudiants se sont amusés à lancer un forum Facebook. Hélas, pas de site Internet. Savez-vous que même les modalités d'inscription n'existent pas véritablement et ne sont connues de personne? Déplorable. Comment comprendre qu'une école comme celle-là ne soit pas au haut de sa forme, avec toutes les disciplines qu'elle offre? Les jeunes sont formés dans de nombreux domaines. Agriculture, élevage, pisciculture, maintenance et machinisme agricole, avec une usine de transformation des matières premières en aliments complets, dotation spéciale du chef de l'État. Usine de transformation des matières premières en aliments complets. L'école pratique de Bingela, inconnue de tous, inconnue par tous, mais pourtant existante. Les postulats à ces formations, classiques, itinérantes et d'incubation de 3 mois à 2 ans, doivent avoir au moins le certificat d'études élémentaires. Vraiment, les gens n'aiment pas ce pays. Les gens n'aiment pas ce pays. Et ont le courage de le dire aujourd'hui. En regardant la caméra, vous n'aimez pas ce pays. Voilà une école dont on devait faire la promotion. Hélas, un nombre de personnes qui se sucrent, qui se servent, qui mangent tranquillement. Cette école a été tenue de 1962 à pratiquement 1980 par des Blancs. Et tous ceux qui sortaient allaient suivre une formation en Europe et revenaient travailler au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est partant de cette école qu'on a pensé à la création du cinéma pour pouvoir favoriser et permettre aux jeunes Camerounais n'ayant pas eu la chance d'avoir des doctorats en doctoration de pouvoir servir leur nation dans la paix. La durée de formation n'excédait pas 12 mois. D'autres sont allés à 24, 36 mois à sortir d'une attestation. Comment comprendre qu'une école comme celle-là, susceptible de contribuer de manière considérable à booster la production et la productivité des activités agro-silvopastorales, à la création d'un plus grand nombre d'emplois dans le secteur à une innovation technologique nécessaire pour l'émergence de notre agriculture, soit si silencieuse? Elle a abandonné ses différentes missions
assurer la formation des acteurs du secteur agropastoral, veiller à l'insertion socio-professionnelle des jeunes qu'elle forme, accompagner dans la création et la gestion d'entreprises agropastorales, assurer le transfert des technologies dans les domaines agropastoraux. Au lieu de favoriser cela, on est allé créer des instituts stériles, des instituts qui n'apportent rien. Comment comprendre tous ces fonds qui disparaissent loin des regards, alors qu'on sait que les candidats sélectionnés sont censés bénéficier d'un accompagnement personnalisé durant une période de 5 ans, au moins maximum, pour un renforcement de leurs capacités techniques, managériales, la maturation de leurs projets et la recherche de financement. Aujourd'hui, il faut le dire, de nombreux Camerounais ayant atteint l'âge de 30, de 40, de 50 ans, étant passés par cette école, sont devenus de très grands ingénieurs, de très grands mécaniciens. Seulement, on a choisi de ne plus en parler. On a choisi de ne pas développer cela en disant, ça va nous rapporter quoi? On jette 3 milliards, on lance un projet de réhabilitation, beaucoup de milliards entrent, on mange. Il a fallu qu'on arrête le directeur, tout récemment, et ses collaborateurs, qu'on les conduise directement en Koningui, pour que les gens disent, hey, il existait une école comme l'école pratique d'agriculture de Bingela. Vous en savez quelque chose, M. Michel Gatchou? Merci infiniment, cher Lamel Mathieu. On vous a suivi sur la question. On va tenter, madame, monsieur, de mieux comprendre les réalités autour d'une école pratique d'agriculture. Je le disais encore ici, que nous fêtions hier les 37 ans de vie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On est quand même amusé, Bengan, à regarder l'échec aujourd'hui d'une école comme celle-là. On parle bien d'une école pratique d'agriculture, c'est-à-dire, naturellement, c'est une école dans laquelle on vous donne les rudiments pour, je vais dire, le travail autour de l'agriculture, les activités pastoraux. Oui, à une usine de transformation. Mis en place et poussé par le chef de l'État. Oui. Il y a la maintenance et machinisme agricole déjà pratique. On vous forme sur le terrain, monsieur Michel Gatchou. Ça suppose que les tracteurs qui arrivent ont des gars déjà formés pour les dépannages qu'on devait lancer dans le Madjeni, au cinéma. Mais j'ai dit, c'est toute une école, monsieur. Je vous entends parler, cher Lamel. Bengan, certainement, vos idées vous renvoient vers monsieur Nzongo, de regretter mémoire. Benan Djonga de regretter mémoire. Vous comprenez quand même le mal que l'agriculture peut avoir au Cameroun avec le régime actuel. Tout à fait. Que ce soit notre époque, et là où on s'est arrêté, et la vôtre aujourd'hui, il y a un cours de géographie qui n'a jamais changé. Le Cameroun est un pays agricole. Et justement, c'est sur la base de ça, pays agricole, que l'État du Cameroun a fondé son développement. Et de 1960 à 1965, par le Fonds FIDES, Fonds d'investissement pour le développement économique et social d'outre-mer. C'est ça que j'ai un fonds mis par la colonie, par la France, pour encadrer. Effectivement, cette école, dans sa création, entre dans cette structuration-là, qui allait s'étendre avec l'école technique d'agriculture de Dibombari et l'école de formation agricole de Mbalmayou. Avec ensuite également l'INDICIA de Ngaoundéré, le centre universitaire de Ngaoundéré, donc l'école des techniciens agro-industriels de Ngaoundéré. C'est-à-dire que non seulement la transformation et le plan agricole, mais élevage, pêche et industrie avec ce que cela comporte. Mais j'ai dit patron, oui, était donc avec l'école qui formait les ingénieurs agronomes à Tchang. Donc voilà comment était coordonnée, j'allais dire, la politique agricole en matière de formation dans notre pays. Il y avait cette école de Bingela. Bingela, c'est sur la voie ferrée, à côté de Yaoundé, c'est pas non loin de Yaoundé. Quand vous traversez au télé, avant d'arriver en Volier, il y a la gare de Bingela, arrivé à Yaoundé, c'est là. Il y a Mbalmayou, il y a des Bombari, il y a Ngaoundéré, et il y avait Tchang pour les ingénieurs. Mais sauf que, à un moment, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je vous ai dit de vous rappeler toujours de cette date, samedi le 18 juin 1983. En fait, c'est ce jour-là où tout a chamboulé. Le Cameroun est devenu comme un désert, où au désert, vous n'avez pas l'impression que les gens y ont vécu. Il faut qu'on trouve les squelettes de ceci. Non, les gens ont vécu ici. En fait, pourquoi le renouveau a voulu transformer le Cameroun en désert
surtout sur le plan agricole. Vous voyez donc que... Mais à qui ça profite aujourd'hui? Ça profite à une poignée de personnes qui ont créé des programmes par-ci, par-là, et certains anciens ministres qui, eux, sont subventionnés par l'État. C'est tout. Mais il y a une école qu'on a abandonnée. Qu'on abandonne. On a une agriculture qui peine justement à s'en sortir. On a un pays certes agricole. On avait ce qu'on appelait il y a quelque temps, je vais dire dans les années 90, l'autosuffisance alimentaire, qui est devenue nulle aujourd'hui. Et pourtant, on a une école qui pouvait donner justement des rejetons. Qui a formé, et je vous rappelle, parce qu'il y avait on était à, je pense, 4 pays à l'époque. J'allais dire au même niveau. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le Gabon avec Léon Mba, la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny et Senghor au Sénégal. Ils ont dit à De Gaulle, faites chez nous comme chez vous. Ahidjo a profité d'une pirouette parce qu'il avait guerre contre les UPC. Il dit, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Donc, dans l'encadrement de ci, vous avez votre certificat d'études primaires élémentaires, vous êtes admis à cette école, vous faites une formation à Nancy, parce qu'ils allaient là-bas à Nancy pour les préparer un peu, parce qu'apparemment à Nancy, il y a une école là-bas qui forme les vétérinaires. Ouais. Donc, on vous donne les rudiments de tout cela, mais surtout, j'allais dire la conduite des tracteurs. Aujourd'hui, les gens ne savent pas conduire les tracteurs agricoles. Malheureusement. Parce qu'il y avait une politique de coopérative et que chaque fois, quand il y avait également sur le plan global ce qu'on appelle les zones d'action prioritaires intégrées, les API. Ouais. Donc, vous sortez de là, vous encadrez tous les et tout. Bon, malheureusement... Je voudrais revenir avec une approche particulière de Dominique Audrey. Lorsqu'on fait exprès de tuer l'agriculture pour ouvrir le champ à tout ce qui est importé, est-ce qu'on ne va pas le dire en Mondovision ici, à travers une analyse tout à fait claire, que c'est des plans bien ficelés, Dominique Audrey? On a une école comme celle-là. Oui. On n'a pas tué seulement la production locale, on a tué les potentiels emplois, on a tué les producteurs locaux, on a tous tué. Et au final même, les importations même ne suffisent même plus à nourrir la population présente. On vous dit que cette école était là pour favoriser des activités agro-silvopastorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit la culture du sol, que ce soit l'élevage et que ce soit les machines, tout était complet. Donc, on vous sortait des individus prêts à pouvoir s'auto-employer, des individus prêts qui auraient pu... C'est vrai que ça fait longtemps que le président a dit la terre ne trompe pas et tout, mais en le disant, on se serait attendu à ce qu'on renforce cet établissement. Lambonbok en a cité plusieurs sur l'étendue du territoire, qu'on renforce peut-être le matériel, qu'on agrandisse les établissements, qu'on revoie la politique de formation de plusieurs jeunes qui s'adonnent. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ces métiers-là sont des métiers porteurs, ce sont des métiers d'avenir. Parce que rester dans des bureaux, avoir certains emplois, ce n'est plus autant productif que quelqu'un qui a une plantation de plantain ou bien une personne qui a un champ de macabo ou bien quelqu'un qui élève les poissons ou bien... Regardez, aujourd'hui, on a du mal à consommer du bon poisson. On a du mal à consommer des poissons de bonne qualité, des poissons frais. Mais mon problème, ou notre problème, c'est pourquoi laisser une telle école pratique d'agriculture mourir? Pourquoi la laisser vivre? Voilà, c'est ça plutôt la question. Pour entrer dans leur logiciel, pour comprendre comment ils fonctionnent, on s'assoit et on se dit, pourquoi cette école fonctionne même encore? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Pourquoi arrêter dans le directeur? Bon, on peut mettre ça sous le compte d'un règlement de compte ou bien n'importe quoi. Parce qu'il y a eu combien d'années de cessation d'activité dans cette école? Il y a eu des moments de blanc où on ne fonctionnait pas. Il y a eu des moments où on a relancé cette école tellement de fois. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la date que vous avez donnée tout à l'heure? C'était 1981. La création. Non, pas la création. Après la création, oui, c'est 62. Vous avez dit en 1984, c'est ça, ou 83, il y a eu un problème. Depuis lors, depuis 83, rien ne marche plus. Depuis le 18 juin 83, je vous ai dit, il y a une politique qui a dit, il n'y en a plus.
Donc on bazoute tout, on transforme le Cameroun en désert. Mais quand vous allez dans d'autres pays, il y a ce même genre d'établissement qui fonctionne et avec lesquels on ne peut pas s'amuser parce que si on va en France par exemple, il y a des produits qu'on ne pourra pas acheter à l'extérieur. Là-bas, on privilégie des producteurs locaux et pour la plupart, ils sont sortis de ce genre d'école. Si on veut avoir un poisson de bonne qualité, si on ne veut plus manger des poulets congelés... On se plaint qu'on n'a pas d'emploi. On connaît exactement le taux explosif de chômage au Cameroun. Oui. Et on a des écoles où on peut avoir des cuvées permanentes. Et on se plaint de la productivité locale qui est de moins en moins intensive. Mais le problème, c'est quoi donc? Ce sont les personnes qui décident de comment on implémente les choses. Tout simplement. La très mauvaise gouvernance. Simplement. Et il y a peu de Camerounais qui ont conscience de l'existence de ce genre d'école. Aujourd'hui, on se forme sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va vous dire, je vais vous former à l'élevage des escargots. Venez ici payer 3 000, payer 10 000 pour la formation et tout. Et après, quelqu'un d'autre. Pourtant, on peut avoir une formation et avoir un diplôme qui atteste de votre formation et au sortir de là, pouvoir produire des emplois à son tour. On ne va pas peut-être citer toutes ces écoles qui sont dans la même situation, Isabelle Carrosse-Depette. Mais celle-ci est illustrative. Permettez qu'on le rappelle encore du bilan de 37 ans du régime actuel. Qui... 37 du RDPC, 40 ans, c'est le chef de l'État. Parce que après les 3 premières années, il fallait qu'il s'impose véritablement. Et on a 37 ans. Alors, 40 ans du chef de l'État, 37 ans du RDPC, Isabelle Carrosse-Depette, ce n'est pas la seule école. Est-ce que ce parti au pouvoir, avec tous ces manquements, n'a pas trahi littéralement le peuple camerounais en faisant une fixation justement sur l'école pratique d'agriculture de Benguela? Pourquoi la fermer? Pourquoi la laisser? Elle n'est pas fermée. Non, elle ne marche pas. Elle marche. Elle marche. Bon, c'est quoi? On a arrêté son directeur. Elle marche. Quels sont les produits? Elle marche comment? Elle marche à pas de tortue peut-être. Elle marche comment, Isabelle Charlemagne? J'ai dit, on a arrêté son directeur. Si elle marchait pas, il ne devait pas avoir de directeur. Isabelle, est-ce que ce n'est pas l'image de bon nombre d'entreprises qui font ça pour Cameroun aujourd'hui? Je dirais que c'est à l'image du renouveau. Encore le renouveau. Oui, absolument. C'est à l'image du Cameroun, c'est à l'image de ce parti, c'est à l'image de ceux qui gouvernent le pays. Et je crois que lorsqu'on a compris ça, on peut comprendre facilement ce qui est en train de se passer. C'est simplement une désinvolture parce qu'on se dit en réalité, on forme ces jeunes, pourquoi? Il y a quel intérêt à les former? Aucun intérêt. Parce qu'en réalité, les enfants de ces personnes ne se retrouvent pas dans ces écoles. On les crée ou alors on crée de tels établissements scolaires. En réalité, on vous fait passer que lorsqu'on écoute les objectifs, permettre aux jeunes de pouvoir s'auto-employer, de savoir faire quelque chose de leur dit doigt, quoi. Des formations qui soient plutôt pratiques, des formations qui soient plutôt adaptées. Encore que c'est des formations dont les jeunes aujourd'hui sont tellement assoiffés parce qu'ils ont besoin des formations concrètes, pratiques et directes pour l'emploi. Parce que souvenez-vous, il y a des ministres qui ont dit des matières de X ou de Y ne permettront jamais à vos enfants, d'histoire, géographie ne permettront jamais à vos enfants de pouvoir travailler ou d'avoir de bonnes conditions de vie. Par contre, bon exemple. Vous voyez alors l'école de Benguela. Vous parlez de Saturoma Bakari. Bien sûr, pour ne pas le citer. Ça veut donc dire que le thème établissement scolaire, il faut donc les ouvrir. Il faut donc permettre à tout le monde de pouvoir venir se former et à partir de ça, pouvoir s'auto-employer ou directement gagner sa vie, directement gagner son petit pain quotidien. Parce que là, au moins, on n'est pas dans les choses de... je sais pas, mais des choses fallacieuses. On est dans du concret. On est dans du pratique. Mais seulement... on ne voit aucune motivation de ces derniers à pouvoir redorer cet établissement scolaire. On vous parle de 1982, date de création, entre 62 en 2022. Vous imaginez le nombre de personnes ou le nombre de Camerounais de 62 en 2022. Vous imaginez le nombre de Camerounais qui pourraient être formés chaque année, par exemple? On va revenir sur ce bilan. On va revenir sur ce bilan dans la deuxième partie, je vous en prie, messieurs et dames. On va en parler et c'est très important que l'on tente bien évidemment de 1962 à 2022 avec l'école pratique d'agriculture de Benguela. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Qu'est-ce que cette école a rapporté au Cameroun et aux Camerounais? Quelles sont les politiques mises en place pour lui permettre de redorer son blason, madame?